Notre dernière intervention, last but not least, comme on pourrait dire, vous êtes, je le rappelle, en poste depuis le 1er mars 2024, chef du département de la santé, de la jeunesse et des sports. Vous arrivez dans une situation, comme la qualité dans le GFIN, un peu délicate, parce que, alors je sais que le Châtel n'est pas une exception, mais le réseau hospitalier de Châtellenois enchaîne les exercices déficitaires. 2024, c'était du 28 millions de francs de pertes, presque 2 fois plus qu'attendu au début de l'année. C'était aussi une perte importante en 2023. Qu'en sera-t-il en 2025? On verra, mais on voit qu'il y a un grand travail à faire pour rétablir cette santé financière qui n'est pas impossible, comme le montraient quelques exemples ici ailleurs en Suisse. Je commence par une question générale. Est-ce qu'il y a un point en particulier qui vous a frappé dans les différentes présentations ce soir? Merci, en tout cas merci déjà pour l'invitation, merci à la CNCI qui prend l'initiative de faire une soirée sur ces thématiques de santé. Et puis merci également à l'entente système de santé libérale de m'y avoir convié. Peut-être en guise d'introduction et puis un peu en guise de boutade, mais pas seulement, mais aussi pour placer la suite des questions dans ce spectre-là. Relever que c'est pour moi assez intéressant en tant que ministre de la Santé socialiste d'un gouvernement à majorité de gauche, d'être invité dans un cadre comme celui-là, et d'avoir à débattre au sein d'une entente de système de santé libérale qui pose notamment comme postulat de base que le système de santé doit être basé sur l'économie de marché et que les interventions de l'État doivent être minimales. Donc pour moi, ça passe quand même. Au moins, c'est carte sur table. Je dirais pas inconfortable, parce que pour moi, ce qui est intéressant, c'est non pas les différences idéologiques de départ sur lesquelles je pense qu'il n'est pas utile de venir ce soir, mais par contre de voir qu'il y a quand même passablement de points sur lesquels on se retrouve. Oui, il était plein de fois évoqué que public et privé peuvent bien travailler ensemble. Exactement. La question, c'est comment le faire. Tout à fait, et ça j'en suis convaincu. Donc ça, c'était votre remarque préalable. Est-ce qu'il y a un point qui vous a marqué en particulier dans les différentes présentations? Alors, un point particulier, je dirais peut-être que indépendamment des postulats de l'entente système libérale que j'ai rappelé, notamment par rapport à l'économie de marché et puis aux interventions d'État minimales, ce que j'ai quand même entendu dans la plupart des interventions, c'est qu'il y a quand même une certaine ambivalence par rapport à ces postulats de base. Plusieurs d'entre vous ont quand même appelé à un rôle de l'État plus marqué. Et donc ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Pour des standards, notamment. Voilà, pour des standards, pour des normes, on aura l'occasion d'y revenir pour le dossier électronique du patient. À mon avis, si la Confédération avait joué son rôle dès le départ, on n'en serait pas là. Donc il y a quand même une nécessité d'intervention étatique plus forte, mais qui doit être évidemment bien orientée. Et puis, pour moi aussi, une interrogation de fond quant à la manière dont on arrive à concilier les principes de l'économie de marché qui devraient se réjouir d'un marché en perpétuelle croissance, et puis un appel à la limitation des volumes. Et quel équilibre on arrive à trouver dans cette limitation pour ne pas faire perdre non plus les effets incitatifs et positifs que peuvent apporter aussi les acteurs privés dans le domaine de la santé. Donc moi, c'est quand même un questionnement de fond, mais qui était assez, que je retrouvais dans plusieurs des interventions qui ont été faites. Intéressant, merci. On a à plusieurs reprises évoqué ce soir les réseaux de soins intégrés qui présentent plein de caractéristiques intéressantes ou prometteuses pour la maîtrise des coûts du système. On aurait temps de rappeler le réseau de soins qui est dans le réseau de l'Arc, qui couvre le réseau, le Jura bernois par contre, couvre aussi une partie du canton. Est-ce que c'est un projet que vous seriez prêt à accompagner ailleurs dans le canton, à généraliser? Alors, en soi, quel que soit le porteur du projet, je pense que les réseaux de soins intégrés, c'est vraiment un bon système. Que vous avez découvert il y a longtemps? Que j'ai découvert il y a longtemps, non, bon, déjà, moi, je suis en poste depuis 1 an et demi, mais j'en avais déjà eu connaissance avant, mais que j'ai pas non plus, que je ne connaissais pas non plus depuis des années et des années. J'ai eu l'occasion d'aller rendre visite à l'hôpital de Saint-Imier pour voir comment ça fonctionne là-bas. Un système vraiment intéressant, qui, pour l'instant, dans passablement d'endroits, fonctionne aussi sur un périmètre relativement restreint. Pour moi, l'enjeu, ce sera de voir comment est-ce qu'on arrive à l'étendre, comment est-ce qu'on arrive aussi à le faire porter par un nombre d'acteurs plus important, quelle est la place aussi que peuvent avoir le privé et le public là-dedans. On a vu que dans le canton de Genève, par exemple, avec le projet Beluga, le Conseil d'État propose aussi de mettre en place un réseau de soins intégrés couplé à une caisse cantonale publique. Donc on voit que c'est vraiment une thématique qui intéresse beaucoup d'acteurs. Et comment est-ce qu'on arrivera à trouver les équilibres
pour que ça fonctionne. Parce que sur le fond, je pense que c'est vraiment un système qui est pertinent, qui arrive aussi du point de vue du patient. Et je pense que c'est important aussi de rappeler qu'est-ce que le patient peut y gagner. C'est aussi une prise en charge coordonnée, améliorer aussi les échanges d'informations entre les prestataires de soins. Et je pense que ne serait-ce que pour cette raison-là, ça vaut vraiment la peine. Votre porte est ouverte à une discussion parce que dans le réseau du Jura bernois, et c'est l'État, le canton de Berne est aussi impliqué. Et donc vous seriez prêt à vous impliquer le canton, j'entends, le canton de Neuchâtel, dans un réseau de soins? On s'y implique déjà, il y a déjà des réflexions aussi portées par d'autres acteurs pour mettre en place des réseaux de soins intégrés dans le canton de Neuchâtel. D'accord. Il a été question de travail en silo, de séjours trop longs ou plus longs qu'ailleurs dans le réseau hospitalier. Est-ce que ce sont des points que vous avez identifiés sur lesquels vous travaillez? Alors, moi, je ne veux pas ici entrer dans le détail du dossier RHN. Peut-être sur la question des durées de séjour plus longues, effectivement, comme l'a rappelé Blaise Courvoisier, les établissements autonomes de droit public dans le domaine de la santé du canton de Neuchâtel ont récemment fait l'objet d'un audit par une institution spécialisée qui arrivait notamment à la conclusion que pour RHNE, les durées de séjour sont plus longues. Pour nous, c'est effectivement un point d'ascension sur lequel on doit pouvoir travailler, aussi par une meilleure coordination à l'interne du RHNE, mais avec les acteurs. Ensuite, du côté du RHNE, c'est aussi un élément révélateur, c'est-à-dire que même si c'est un établissement autonome de droit public, ça reste un établissement qui évolue dans un système concurrentiel, avec la contrainte de réaliser, on va dire des bénéfices vu la situation financière que vous avez rapportée, mais toute prestation bien rémunératrice est bonne à prendre. Et puis si un lit occupé permet au final de diminuer le déficit, est-ce que c'est totalement blâmable? Alors oui, par rapport aux besoins du patient sans doute, par rapport au coût de la santé en général aussi, mais il y a aussi cette tension sur les coûts, la nécessité de réaliser des résultats bénéficiaires qui pèsent sur les institutions de santé. Et puis par rapport à la logique en silo, ça effectivement, c'est indépendamment du RHNE, je pense que c'est quand même un des gros problèmes du système de santé en Suisse. On a déjà aujourd'hui un problème de silo entre la Confédération, les cantons et les communes. Comme ça a été rappelé, la santé est un domaine avant tout cantonal, mais je suis convaincu que ça a aujourd'hui des limites. Et comme d'autres, j'appelle à ce que la Confédération prenne davantage sa part dans... Vous êtes prêt à renoncer à une partie de votre pouvoir actuel que vous avez? Pas à n'importe quelle condition, mais sur le fond, oui, je pense que c'est une nécessité. C'est la Confédération paye, bien sûr. Du côté des cantons, qui est insatisfaisant. On ne peut pas jouer notre rôle tel qu'on devrait faire. Et puis cette logique de silo, on la retrouve entre les acteurs de la santé eux-mêmes, avec effectivement une difficulté de prise en charge continue des patients, où chaque acteur, dans le système de santé que nous avons aujourd'hui rémunéré à l'acte, aura toujours tout intérêt à multiplier les actes. Et puis les exemples ne manquent pas, où une personne qui sera allée chez un premier médecin qui aura fait un diagnostic qui ne lui convient pas, va avoir un second médecin qui fera à son tour aussi un diagnostic, qui l'enverra ensuite à l'hôpital, qui refera un diagnostic parce qu'elle estime que ça n'a pas été fait de manière appropriée. Donc les réseaux de soins permettent d'y répondre, mais d'une manière générale, on doit aussi veiller à améliorer cette continuité des soins. Vous évoquez l'incitation à faire de l'acte pour générer du chiffre. Est-ce que l'arrivée de Tardoc, qui va remplacer Tarmed à partir de l'année prochaine, va changer un peu de cette logique? Qu'est-ce que vous en attendez? Ce système donc de tarification des soins. Alors, sur l'effet du Tardoc et des forfaits ambulatoires dans le canton, on a aujourd'hui, très honnêtement, pas la visibilité suffisante pour dire quel impact ça aura. Par contre, vous avez cité à plusieurs reprises l'hôpital de Turgovie, qui effectivement est un hôpital modèle en matière financière, mais qui doit quand même une bonne partie de son succès à ses instituts de radiologie. Ce sera intéressant de voir avec la diminution des tarifs liés au Tardoc, comment est-ce qu'il s'en sortira à l'avenir. Parce que c'est quand même une structure qui du coup a bénéficié pendant des années et des années de ce qu'on peut considérer comme une surfacturation, puisque le tarif Tardoc diminue fortement les tarifs des instituts de radiologie. Et puis voir dans cette nouvelle configuration comment est-ce qu'il s'en sort, ce sera intéressant. Mais l'impact du Tardoc, voilà, honnêtement je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce qu'on connaît, et ça permet d'apporter un petit contrepoint aussi à EFAS qui a été cité. Alors le principe même d'EFAS, il est vraiment positif. On a vu les statistiques, la Suisse est vraiment en retard en matière de prise en charge ambulatoire des cas. Canton de Neuchâtel est un peu en avance sur la moyenne suisse, c'est le cas de la plupart des cantons romans, ce qui fait que la mise en œuvre d'EFAS pour les cantons romans est une pénalité, puisque les gains qu'on a réalisés avant vont être gommés par cette réforme. Et la perte était estimée à une 20aine de millions de francs lors de la votation, sur la base du chiffre 2016.
aujourd'hui, du côté des cantons, y compris alémaniques, on s'inquiète fortement des conséquences financières que pourrait avoir EFAS sur la totalité des cantons. Donc, on voit aussi, ça illustre aussi la complexité du système de santé, où on a une évolution vers laquelle tout le monde veut tendre, parce que je vois pas comment est-ce qu'on peut défendre le principe même de favoriser l'ambulatoire aussi pour le bien du patient, mais la mise en œuvre de cette réforme-là est tellement complexe qu'elle a des effets induits sur les finances cantonales notamment, qui sont pas forcément les plus heureux, puis qui font que cette réforme-là, plutôt que de la porter et puis d'en être des moteurs, on a plutôt l'impression de la subir. Merci. Je vous passe la parole tout de suite, mais avant une dernière question, vous l'avez aussi évoqué, on en a beaucoup parlé, c'est cette numérisation, ce dossier électronique du patient qui marche pas du tout. Là, en tant que ministre de la Santé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que c'est un dossier sur lequel vous pouvez vraiment aller voir Elisabeth Mouchner pour lui dire je ne veux plus que les cantons s'en occupent, c'est vraiment à la Confédération de s'en charger. Est-ce que c'est là la solution pour faire avancer ce dossier? Bon, déjà, à Neuchâtel, on a la petite satisfaction d'être le canton qui a le plus haut taux de pénétration de dossiers électroniques du patient actif. Mais on est à quelques pourcents seulement. On a récemment passé la barre des 10 millièmes dossiers ouverts. C'est ridicule. C'est à mon sens un véritable gâchis parce que c'est quand même des dizaines de millions de francs qui ont été investis à l'échelle de tous les cantons. Si la Confédération avait dès le départ eu une politique plus volontariste d'imposer le dossier électronique du patient, de veiller aussi à ce qu'il soit compatible avec tous les autres systèmes qu'utilisent les prestataires de soins, on aurait gagné quelques années. Donc effectivement, faire pression auprès de la conseillère fédérale, c'est une chose. Les chambres fédérales l'ont entendu aussi, elles ont quand même demandé aussi au Conseil fédéral de s'impliquer davantage dans le dossier. Mais on voit là aussi que l'approche fédéraliste de la santé, elle a ses limites parce que le potentiel d'amélioration induit par la numérisation de la santé, il est vraiment très très important. Très bien, merci. Ce sera le mot de la conclusion de votre intervention. Merci beaucoup Frédéric Méry d'être venu avec nous ce soir. Nous sommes presque au terme